Trump arrête la guerre après avoir frappé. Service minimum. Les gars, vous avez cru que j'allais intervenir, que j'allais suivre Netanyahou? Non. Moi, j'arrive, je fais la paix, je fais un cessez-le-feu, la guerre dure 12 jours. Les Iraniens ont bien morflé, mais... Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, on rend hommage au travail des amis. J'ai le plaisir d'interroger Régis Le Sommier. Régis, bonjour. Bonjour Pierre-Yves, merci de m'inviter. Non, c'est tout à fait normal. Sur les excellents numéros d'Omerta, donc les deux derniers, celui-ci sur Iran, Syrie, Gaza, l'offensive des néoconservateurs, et celui-ci qui est tout beau tout chaud, Congo, silence, on tue. Je voulais qu'on ait ce petit entretien de politique internationale générale. Alors, on va pas entrer dans tous les... Parce qu'il n'y a pas que ça dans Omerta Magazine. Vous avez des tas de rubriques. Il y en a une sur le décès du regretté Eric Dénessé, qui a donné quand même quelques questions en partant. Il y a sur l'Azerbaïdjan, il y a beaucoup de choses. La seule chose, c'est que pour rester centré sur les deux dossiers, on va commencer par le numéro le plus ancien, mais qui reste totalement d'actualité. Qui est encore en kiosque. Et qui est encore en kiosque, sur l'offensive des néoconservateurs, donc Iran, Syrie, Gaza. Déjà, je voulais t'interroger pour toi, parce que, tu sais, à un moment, on voyait des néoconservateurs partout. Ça, si tu veux, il y a même eu la vague très légère des néoconservateurs français. Bon, et la plupart, ils sont perdus dans les sables après la fin de la revue Le Meilleur des Mondes. Et pour toi, néoconservateur, c'est quoi, précisément? Alors, si on reprend la définition, l'acceptation historique des néoconservateurs, quelque part, pour moi, c'est au départ, des démocrates américains. Donc, c'est une idéologie qui vient de gauche, constatant l'affaiblissement des États-Unis au sortir de la guerre du Vietnam et avec l'élection de Jimmy Carter, quelque part, vont fourbir leurs armes pour dire la démocratie américaine est un bien tellement précieux, il faut l'imposer à l'humanité, voire par la force, changer les régimes, à notre avantage évidemment. C'est, si tu veux, pour moi, la soupente ou la charpente du globalisme, en fait. Mais du globalisme à la sauce américaine, qui peut être incarné à la fois par la gauche comme par la droite. C'est une idéologie, en fait, qui vient de la gauche, mais qui s'est, on va dire, radicalisée, droitifiée. Et c'est une vision, pas totalitaire, mais une vision globale, autour de la puissance américaine, autour des notions de bien et mal, ce qu'on appelle moral clarity, avec, pour ce qui est... pour reprendre une région géographique en particulier qui intéresse beaucoup et qui a toujours fasciné les néoconservateurs, c'est le Moyen-Orient, avec le but sanctuariser Israël, protéger Israël et faire en sorte que ses ennemis, quelque part, soient défaits par la démocratie. Voilà. Et d'où cette fameuse théorie des dominos qui naît à peu près au moment de la guerre en Irak, où l'Irak étant le premier domino, ensuite il doit y avoir la Syrie, la Libye, etc. Et toutes les anciennes dictatures, on va dire, imposées par l'Occident ou voulues par l'Occident après la période coloniale, doivent céder la place naturellement à un régime favorable aux États-Unis, qui prône la démocratie, mais avec ce qu'on a quand même réalisé pour ce qui est de la Syrie, que finalement, au vu de l'accueil qu'a reçu M. Jolani hier à New York, on peut dire que finalement, pour les Américains et pour beaucoup de néoconservateurs, mettre un djihadiste à la place de Bachar al-Assad, bon, on nous avait vendu la démocratie en Syrie, l'émancipation, la fin de la dictature. En réalité, on met un obscurantiste à partir du moment où il nous obéit, c'est très bien. Donc en fait, tout ça, c'est voilà, ça c'est le vernis. Et les néoconservateurs, il y a quand même chez eux une croyance, je veux dire, voilà, une croyance manichéenne entre le bien et le mal, qui rentre en phase. Je ne dis pas que George Bush est un néoconservateur, mais la question good or evil qui correspond à l'univers religieux d'un Bush est en accord complète avec... Le fameux good guys. C'est ça, good guys, bad guys,
et puis même l'évolution de l'armée américaine, la naissance des sociétés militaires privées, Blackwater se conçoit, un type comme Eric Prince à la base, il a beaucoup évolué, mais se concevait comme le bras armé de la croisade de Bush. Donc là, il y a une dimension à la fois religieuse, mais qui rentre en complète harmonie avec les visées expansionnistes, les visées néoconservatrices, avec aussi l'idée que le camp du mal, ça reste la Russie. Beaucoup de néoconservateurs ont abondé dans le sens de Cheney, Rumsfeld pour aller faire la guerre en Irak, mais avec l'idée que ce petit entrelude djihadiste qui a duré sur une période de 10 ans, 20 ans on va dire, devait s'achever un jour et qu'on reviendrait face au véritable ennemi qui est la Russie, avec ses satellites, avec ses alliés, avec l'Iran, etc. L'Iran étant une des obsessions particulières des néoconservateurs, c'est pour ça qu'on l'a mis en tête d'ailleurs. Et là, effectivement, il rentre en phase complètement avec la politique du gouvernement Netanyahou. On a souvent, et peut-être de manière trop mécanique, opposé la volonté de Donald Trump et des populistes américains à ces gens-là. Il y a des dossiers, pour bien connaître la situation au Venezuela, grâce entre autres au camarade Romain Migus, que je salue, où Trump utilise les néoconservateurs dans une optique good cop, bad cop, c'est-à-dire deal avec moi, sinon je vais devoir t'envoyer ces mecs-là, ouais. Et ces mecs-là, tu les connais, sous Obama, tu les avais, tu sais très bien que mieux vaut dealer avec moi, parce que, moi, premièrement, je tiens parole, mais deuxièmement, j'ai aucune envie de te larguer une bombe sur la gueule, c'est... non pas parce que je t'aime bien, mais parce que je trouve ça inefficace. Sur l'échiquier moyen-oriental, qu'est-ce qu'on peut dire des rapports de l'administration Trump avec ces gens, avec les néoconservateurs? Moi, je pense qu'il y a, en préface de ce livre, enfin, de ce magazine, dans mon introduction, je l'ai titré le sourire de Lindsey Graham. Pourquoi je l'ai titré le sourire de Lindsey Graham? Parce qu'on peut lire l'évolution des rapports entre les États-Unis et le reste de la planète en regardant la tête de Graham à chaque fois qu'il prend la parole et son propos. Quand Trump consent à bombarder l'Iran, il exulte. C'est un état de joie absolu. Même si c'est très court et même si il le regrette d'ailleurs, la paix est immédiatement signée après, enfin le cessez-le-feu. Donc Graham, quand on suit son histoire, avec son copain feu John McCain, à d'autres époques, sont des gens qui ont parcouru la planète, sont allés au Maïdan, sont même allés rencontrer les rebelles djihadistes en Syrie. À l'époque, il s'agissait de les faire passer pour la quintessence des sociaux-démocrates qui allaient remplacer l'odieux Bachar. Donc ils sont allés à chaque fois, c'était un petit peu comme des... Moi, vous savez, chez nous, on a en Bretagne, pardon, quand je dis chez nous, on a une figure comme ça qui s'appelle l'Ankou. Et l'Ankou, c'est un paysan breton avec un squelette et une faux inversée, c'est la parque grecque qui coupe le fil de la vie. Et quand on entend l'Ankou quelque part, en général, il va arriver malheur. J'avais envie de dire, quand on voyait McCain et Graham se balader quelque part, en général, il y avait des menaces, des tentatives de déstabilisation, ces évolutions subtiles du langage qui m'ont toujours fasciné. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, et donc je m'abreuvais de la presse américaine, je continue à le faire d'ailleurs, ce que ne font pas assez les journalistes français, je trouve. Et ce qui est très intéressant, c'est que même des médias, on va dire, respectables, comme le New York Times ou le Washington Post, le Wall Street Journal, suivent au niveau lexical et au niveau sémantique les inflexions du gouvernement en fonction de tel ou tel pays. Prenez le régime Maduro, puisque vous avez parlé du Venezuela. À une époque, on parlait du gouvernement Maduro dans les médias américains. Tout à coup, c'est devenu le régime Maduro. En fonction de... Quand il y a des manifestations, si les manifestations sont dans le sens du renversement d'un régime qui est hostile aux États-Unis, les manifestants vont être qualifiés de combattants de la liberté.
Si c'est l'inverse, au contraire, même si c'est une épouvantable dictature, hein, Marcos ou des gens comme ça ont été des alliés, ou Pinochet ont été des alliés, voire placés par les États-Unis. Peu importe le régime, ça n'a rien à voir. Un salopard, mais notre salopard. Voilà, exactement. C'est Lyndon Johnson, ça. Mais je crois que c'est Johnson. Et donc, en fait, on est donc dans un... Et là, tout à coup, ça va devenir une foule hurlante, thugs, qui est des bandits, des pillards, etc. Et ça, dans le lexique, on va voir, déjà, en général, quand votre représentation cesse de s'appeler gouvernement et s'appelle régime, ça sent déjà le roussi. Ça veut dire que les États-Unis... Le régime, c'est fait pour tomber. Ouais. C'est ça. Et donc, à chaque fois, McCain et Graham ont publiquement fait la promotion, à chaque fois que c'était possible, d'une intervention armée. C'est-à-dire, ça, c'est le propre des néoconservateurs. C'est l'intervention armée, c'est-à-dire la promotion de la démocratie, ou en tout cas d'un régime favorable aux États-Unis, l'extension de ce qu'on appellera l'Occident, si vous voulez, avec déjà une vision de l'Europe extrêmement ça, c'est pas le propre de Trump de mépriser l'Europe. Eux aussi, quelque part, nous considéraient comme, au mieux, un musée vivant. Un truc où on vient demander sa fiancée en mariage. Paris, par exemple. Ça, c'est un truc très américain. Mais au-delà de ça, on n'est pas sérieux. On est des gens avec des baguettes et des bérets. Et quand vous regardez Hollywood aussi, est totalement imprégné de ça. Même aujourd'hui, vous voyez des films sur la France. Et tout à coup, il y a un accordéon. Bon, ça fait quand même longtemps qu'on n'entend plus les accordéons dans nos rues. Et donc, il y a toujours cette espèce de mystique. Mais l'idée, c'est le musée vivant et pas autre chose. Et donc... Donc en fait, pour revenir sur qu'est-ce qu'un néoconservateur, c'est quelqu'un qui a l'Amérique chevillée au corps, mais une Amérique mondiale, une Amérique qui va bombarder des pays. Et je résumerai la différence, si vous me la demandez, avec Donald Trump, c'est que Donald Trump est un populiste, vous avez dit, et Donald Trump a résumé ce qui est pas dans ma bouche, ce qui est pas une critique, hein, c'est un constat. Mais bien sûr, il y a des avantages bien sûr à ça, mais Donald Trump a un côté cost efficiency chez lui qui arrive d'abord, et il expliquait juste avant son élection. J'avais mis cette phrase en exergue de mon livre sur le diable, justement. La notion de bien et mal est assez très prégnante quand on parle des interventions américaines. Et Donald Trump disait, on a consacré 9 trillions de dollars, donc 9 000 millions de dollars, à bombarder le Moyen-Orient comme des malades. On a semé la mort, y compris celle des nôtres. Et qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien. Voilà. Donc en faisant ce constat, Donald Trump s'oppose quelque part à l'idée de ce messianisme des nouveaux temps, à l'idée de cette promotion de la liberté, tout ça étant très hypothétique, encore une fois, mais ça a amené des expériences et des choses absolument catastrophiques, notamment des gens comme Paul Wolfowitz, symbole, s'il en est, des néoconservateurs, arrivé petit professeur de la fac de Chicago, arrivé numéro 2 du Pentagone, parce que chez George Bush, quelque part, il y a eu une sorte de carence intellectuelle, d'absence de vision après le 11 septembre. Immédiatement, les néoconservateurs sont arrivés, les nationalistes américains orientés business, Rumsfeld, Cheney, et tout ça s'est mis finalement pour favoriser les interventions, et ça a été le début, voilà. Et le début d'une Amérique avec ce qu'on appelle les guerres sans limite, les Forever Wars, l'Irak, l'Afghanistan. Quelque part, le pendule est revenu dans le sens inverse, et les Américains se sont dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? On est présent dans des pays, on dépense des milliards, ça sert à rien, pour des gens qui finissent par nous haïr. La conséquence de notre invasion de l'Irak, ça a été la naissance de Daesh. Donc les gens sont quand même pas idiots, et puis ils se disent, pourquoi est-ce qu'ils devraient s'occuper d'eux, alors que les infrastructures dans notre pays et notre vie quotidienne, en gros, ça part en cacahuète. Donc il faut arrêter ça, d'où le populisme de Trump. Voilà comment je l'explique. Sur l'un des dossiers les plus problématiques du Moyen-Orient, ce sera vraiment ma dernière question sur ce numéro-là d'Omerta avant de passer au second.
il y a un point extrêmement épineux aujourd'hui pour l'ensemble des Occidentaux, parce que, surtout que là, nous enregistrons au lendemain de la reconnaissance par plusieurs États occidentaux de l'État palestinien, si ça a vocation à devenir un État, c'est, appelons-le selon plusieurs terminaisons, la guerre israélo-arabe, la guerre arabo-sioniste, ça c'est Benny Morris qui appelle ça comme ça, etc., etc. Et l'assurance répétée par l'ensemble des camps américains auprès des Israéliens que, en fait, vous ne risquez rien, l'Amérique est derrière vous. Et aujourd'hui, on s'en rend compte dans une part, y compris du mouvement MAGA, qui sans du tout être un mouvement antisémite. À un moment, faut arrêter je vois quand même des gens qui délirent dès qu'il y a un problème. S'interrogent sur le fait de faire un chèque en blanc à un pays étranger à longueur de journée, ce qui n'est peut-être pas l'intérêt à long terme du pays étranger en question, parce que on a du mal à visualiser l'avenir d'Israël au prochain siècle. Mais, si vous voulez, là, parce que c'est ce qui fait toute une actualité de ce numéro, comment vous lisez, ce qui est pour moi un acte très grave, c'est-à-dire que, au-delà de la persécution de civils gazaouis, qui, elle, s'étale depuis le 7 octobre de manière froide et déterminée, là, il y a eu cette embardée sur les hommes du Hamas au Qatar. Ce faisant, toutes les organisations régionales menaçaient de se retirer du processus d'Abraham. Donc, en réalité, est-ce que, en tout cas, moi, la vision en tant qu'analyste que j'avais du 7 octobre, c'est que le Hamas voulait la peau du processus d'Abraham. Parce que ce processus le marginalisait très clairement. Donc, et là, le marginalisait définitivement. Donc, les Saoudiens avaient rejoint le processus avant le 7 octobre, comme ça, c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air, tout à fait. C'en était terminé de la cause palestinienne et du Hamas, je pense. Et la seule chose, c'est que réponse, parce que parfois, les ennemis peuvent jouer aussi un jeu de... Bien sûr. J'ai quand même besoin de toi, je te déteste, je veux te buter, etc., mais j'ai besoin de toi quand même. Est-ce que, en attaquant au Qatar les membres du Hamas, et donc en violant la souveraineté du Qatar, qui a quand même été attaqué sur son sol, est-ce que Benyamin Netanyahou ne rejoint pas d'un certain côté cette volonté de mettre fin au processus d'Abraham, parce que le processus d'Abraham devait commander une normalisation des États arabes avec Israël, mais donc une normalisation d'Israël avec les États arabes. Quand on se normalise à deux. Et si vous le voulez, est-ce qu'on n'est pas face au fait que Benyamin Netanyahou, qui n'a pas eu ce qu'il voulait, entre autres en Iran, ait claqué une porte dans la tête, dans le nez de Donald Trump sur ce dossier? Je pense que moi j'analyse l'affaire du Qatar comme étant beaucoup plus grave que la reconnaissance multiple de l'État palestinien. Pour moi, c'est la première fois où, par rapport à Trump, entre les relations entre Trump et Netanyahou, on voit bien que que Netanyahou voulait entraîner Trump dans une guerre contre l'Iran. Et ça a échoué. Ça a échoué. C'est Trump même qui a arrêté la guerre. Il a fait le service minimum. Souvenez-vous ce qui s'est passé au moment de l'attaque des B2 sur Fordo, Natanz et Ispahan. Immédiatement, la base trumpiste se lève. Steve Bannon redonne de la voix. Tucker Carlson monte au créneau. Dit-on, Charlie Kirk serait allé voir Trump en lui disant « N'attaque pas l'Iran ». Charlie Kirk, nouveau converti, très sioniste pendant très longtemps, et vers la fin, apparemment devenant critique sur ses actions. Et également Joe Rogan et quelques blogueurs influents disant « Attention, ta base ne te suit plus. Tu as promis pas d'intervention ». Et bon, et Trump sait très bien, il avait dit à l'époque à des fonctionnaires israéliens venus lui rendre visite, les miens, my people are starting to hate you.
on commence à vous détester. Très intéressant, on en a déduit qu'aujourd'hui, et notamment la base jeune MAGA, incarnée par Charlie Kirk, qui même défunt continue à véhiculer des idées neuves, à avoir une approche absolument incroyable, notamment du rapport avec ses ennemis. Il y a un modèle Charlie Kirk, et on commence à écouter ce qu'il racontait en plus, parce qu'avant, finalement, nous, on n'avait pas tellement d'intérêt pour lui. Eh bien, cette base nouvelle et cette base MAGA qui est du républicain, on va dire, mais matiné de plein d'autres choses, finalement commence à remettre en question les principes fondamentaux transpartisans de la politique américaine, qui sont le soutien inconditionnel à Israël et, pour ce qui est de l'Ukraine, le soutien à l'Ukraine, en tout cas, à, on va dire, l'extension de l'OTAN, ces principes de suprématie américaine dans le monde, etc. Et là, il y a une rupture nette qui est en train de se faire, et Trump est obligé de la prendre en question. Et pour revenir sur l'affaire de Doha, pourquoi est-ce gravissime? Parce que pour la première fois, les intérêts de Trump au Moyen-Orient ne coïncident pas avec ceux d'Israël. Je m'explique, même les frappes sur l'Iran, Trump arrête la guerre après avoir frappé, service minimum. Les gars, vous avez cru que j'allais intervenir, que j'allais suivre Netanyahou? Non. Moi, j'arrive, je fais la paix, je fais un cessez-le-feu, la guerre dure 12 jours. Les Iraniens ont bien morflé, mais les Israéliens... De l'autre côté, il y a eu du BTP de cassé. Surtout, on s'est rendu compte qu'Israël était tout petit et que l'Iran était très grand. Donc l'Iran pouvait peut-être supporter beaucoup plus de campagnes de bombardement qu'Israël, qui commençait, où on voyait toutes les nuits Tel Aviv, bloc après bloc, se prendre du balistique. Le missile, même les missiles du début du programme balistique iranien, qui étaient des composites de Taïpédong avec du S5 soviétique, les très vieux ont réussi quand même à atteindre des quartiers à Tel Aviv. Ça voulait dire que le dôme de David, là, problème. Ouais, voilà. Donc il fallait arrêter parce que, comme disaient les Iraniens, ils disaient attention, votre pays sera bientôt invisible. Ben oui, il y a combien de kilomètres carrés, c'est tout petit. Donc nous, on a la possibilité, parce qu'on vous savez pas combien on a de missiles. Voilà. Donc il a fallu arrêter ça. Trump a arrêté et Trump est resté non interventionniste. Donc il est toujours sur cette frange. Et le problème principal, vous avez extrêmement bien résumé le fond et la philosophie des accords d'Abraham, mais vous avez oublié une chose, hein, c'est que le corollaire des accords d'Abraham, c'est la sécurité américaine, garantie. Voilà. Et que là, il y a un problème. Et là, on n'est plus en accord. Et là, Trump doit dire à Bibi, attends, mon gars, là... c'est la principale base américaine qui est située à Houdaï. Elle est située au Qatar. Moi, j'ai déjà des problèmes pour faire transiter mes navires de guerre parce que j'ai même des outils qui m'emmerdent. Donc, il y a déjà ça. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Voilà, il y a déjà ça. Et là, ça ne va plus parce que le fondement de l'acceptation de cette reconnaissance, effectivement, c'est biparti, effectivement, il y a des ouvertures de business. Mais il y a un point très américain dedans, c'est-à-dire... Exactement. Et donc, la sécurité garantie par les Américains est fondamentale. Donc, les Émiratis ont signé, Bahreïn a signé, le Maroc a signé. Donc, quelque part, voilà, l'embryon est là, la reconnaissance est là, d'autres pays frappent au portillon. Donald Trump pense... avec toutes les difficultés que ça comporte, parce que il y a la Ligue arabe, le positionnement par rapport à la Ligue arabe, et surtout la politique d'Israël. Et là, il a déjà deux problèmes. Il a le problème du traitement à Gaza, et il a le problème des velléités d'occupation de la Cisjordanie. Il ne peut pas y avoir d'autres pays arabes qui rejoignent les accords d'Abraham s'il y a annexion de la Cisjordanie. C'est hors de question. Donc là, on est face à... La rue arabe ne l'encaissera pas. Exactement. Et là, au-delà de la rue arabe, parce que souvent, les leaders arabes arrivent à faire avaler des choses voilà, à leur peuple, en les maquillant, etc. Ils ne sont pas très courageux. Mais on voit, à part sur l'affaire de Gaza, les seuls à être intervenus, c'est le Hezbollah et l'Iran.
les Turcs ont hurlé, etc., mais ils n'ont rien fait, et aucun pays sunnite n'est venu aider les Gazaouis. Si on reste dans le positionnement par rapport à Gaza même, je ne parle pas du Hamas, je ne parle pas mais voilà, on est, si on considère que les Gazaouis sont martyrisés sous les bombes et qu'il y a, comme certains l'appellent, un génocide, on ne peut pas ne pas intervenir. Or, aucun pays arabe n'est intervenu. Donc, si vous voulez, il y a une certaine frilosité, mais là, si les conséquences de ce conflit font que un pays comme le Qatar, alors oui, qu'on peut accuser d'exportateur du terrorisme international, mais l'Arabie Saoudite l'a fait aussi, il n'est pas le seul. Ça nous a pas gênés pendant longtemps. Non, et on a fait des accords avec les deux, et ils ont acheté nos clubs de foot et nos hôtels à Paris, et il n'y a pas eu de problème. Donc les deux ont soutenu des groupes absolument atroces comme Jabhat al-Nusra, qui était le groupe de Al-Jolani, comme Jaish al-Islam, qui était soutenu par l'Arabie Saoudite, qui était aussi un groupe fondamentaliste. Tout ça, c'était dans l'univers syrien, au moment de la guerre en Syrie. Donc ils ont exporté quelque part ce terrorisme qui nous a atteints. Voilà, parenthèse. Maintenant, sur ces pays-là, les perspectives de deal avec les États-Unis étaient mirifiques. 1,4 milliard de dollars, non, 1,4 trillion de dollars d'investissement. Donc 1400 milliards de dollars investis dans l'économie américaine sur 10 ans pour les Émirats, 1300 pour le Qatar, avec un petit cadeau bonus, un avion de ligne pour Donald Trump. Voilà, ça, c'était la dernière tournée de Donald Trump aux États-Unis, au Moyen-Orient. Quel VRP. 600 milliards pour l'Arabie Saoudite, ça fait quand même ça fait plus de 3 000 milliards de dollars qui vont être investis aux États-Unis. Tout bénef. Là, avec ce qui s'est passé et l'intervention israélienne, il y a péril en la demeure. Et il y a péril sur un domaine sur lequel Trump est très sourcilleux, c'est l'économie, c'est le côté business, c'est la finance. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que le processus, les accords d'Abraham sont suspendus pour le moment sine die, et qu'il y ait des chances aussi qu'ils aient du plomb dans l'aile à cause de cet épisode. Ce qui fait qu'on va guetter quelle va être la prochaine étape, parce que on sait bien que Netanyahou se nourrit de ce genre d'action et qu'il maintient son existence au pouvoir grâce à ça. C'est ça le but. Et le Hamas, de son côté aussi, maintient son existence au pouvoir grâce aux otages. En fait, on est face à une situation insoluble sur laquelle Donald Trump a mis beaucoup de volonté, de bonne volonté. Mais bon, la bonne volonté ne suffit pas tout. Voilà. C'est quand même une terre qui a coûté cher à d'autres présidents américains avant lui. Oui. L'activisme de William Clinton lui a pas beaucoup rapporté dans la zone, et pourtant, il avait envoyé ses meilleurs hommes. Dennis Ross, c'est quand même un mec très épais. Hein. Très épais, ouais, tout à fait. Et Donald Trump, la seule chose, c'est qu'il a tout fait, entre autres, pour contenter le lobby chrétien-sioniste, mais à un moment, la seule chose, c'est la pensée tactique des dirigeants israéliens n'épouse aucune stratégie de long terme vis-à-vis de la zone. Et ça devient ingérable pour les Américains. Les Israéliens sont d'excellents tacticiens. Mais des stratèges pour lesquels j'ai quand même un doute. C'est là où on se remémore tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, l'affaire des beepers, la guerre contre le Hezbollah, l'élimination de Nasrallah, les frappes même contre l'Iran, qui ont été pour partie efficaces, l'élimination de l'état-major des IRGC, des gardiens de la Révolution. Face aux ennemis d'Israël, y compris à l'extérieur, puisque Ismaël Haniyeh a été éliminé, lui, à Téhéran, au soir de l'investiture d'un président de la République iranienne, dans une cérémonie où il y avait le guide suprême Ali Khamenei. Quand même, les Israéliens ont montré que pour frapper leurs ennemis, ils étaient capables de prouesses absolument incroyables. Et cette légende que s'est fait forger le Mossad est en train quelque part d'arriver à, on va dire, à son point de bascule, limites, parce qu'elle devient négative. Mais voilà, on est en train de se demander, et là intervient, je pense, l'importance de la reconnaissance de l'État palestinien par la France et par d'autres.
c'est que ça isole encore plus. C'est-à-dire que vous avez à peu près les 2/3 des pays qui ont déjà reconnu la Palestine à l'ONU. Là, s'y ajoute le Portugal, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, surtout Grande-Bretagne qui avait toujours voté avec les Américains pour défendre Israël. Là, ce n'est plus le cas. Donc, vous avez quoi? Vous avez donc la Grande-Bretagne, vous avez l'Australie, vous avez le Canada. Bref, on est dans une... Si Macron a réussi quelque chose, c'est ça. Et c'est pour ça que Netanyahou lui en veut particulièrement à lui et moins à Keir Starmer, si vous regardez. Il en veut à Macron parce que Macron a déclenché un effet boule de neige sur la question de la reconnaissance, qui aujourd'hui conduit à quoi? Conduit au fait qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, sur les 5 puissances, vous en avez 4 qui ont reconnu la Palestine. Et une seule qui ne l'a pas fait, les États-Unis. Donc vous avez les États-Unis et Israël isolés au milieu des autres. Et ça contribue, encore une fois, à poser la question que Trump doit se poser déjà. Qu'est-ce que je fais avec Netanyahou? Jusqu'où je vais? Oui, jusqu'où je peux aller? Entre ma base, ça va nous coûter? Combien ça va nous coûter? Entre ma base qui grogne, qui rechigne, mes intérêts qui sont mis en péril dans la région, mon isolement croissant. Alors bon, je suis pote avec Poutine, mais oui, mais Poutine, lui, il reconnaît l'État palestinien. Donc, voilà, on est face à dans un cul-de-sac, je vais dire, et qui va devoir finalement trouver une solution à terme parce que c'est plus possible et c'est Donald Trump qui va devoir se positionner. Et là, pas question de dire comment lui j'aime bien, lui j'aime pas bien. Il va falloir vraiment faire un choix clair. Alors que, ultime remarque avant de passer au second sujet, mais alors que Benjamin Netanyahou a trouvé, ce que j'essaie d'expliquer dans les interventions pour notre public, alors que Benjamin Netanyahou, au-delà de sa gestion du désordre, où il a toujours été très doué, il faisait déjà ça après les accords d'Oslo. En 97, quand il arrive au pouvoir, il est déjà... Il le théorise en 82 dans ses livres contre le terrorisme, donc si vous voulez, il est surfé sur le bordel, il est quand même assez remarquable. C'est quand même un politicien d'une rouerie. Quand il arrive au pouvoir, il tente d'éliminer Khaled Meshal, qui est le responsable en Jordanie. Ça foire, ça crée un l'affaire des parapluies. Ça commence à ce moment-là. Et la seule chose, c'est qu'il a trouvé une sorte de pierre philosophale de la politique israélienne, c'est-à-dire il a trouvé le point, disons, de convergence des nationalistes religieux et des ultra-orthodoxes. Oui. Donc les deux principales populations motrices de la démographie israélienne. Oui. Et comme il est pour l'instant le seul homme politique israélien à avoir réussi à capitaliser sur cette alliance démographique, on est sur du 5 à 7 enfants par femme d'un côté, 3 à 5 enfants par femme de l'autre, face à ce qui reste du Parti travailliste, c'est-à-dire plus rien, face aux Arabes israéliens, et le pire, c'est qu'il sait jouer de toutes les nuances entre les deux, donc par exemple, même les plus tarabiscotés, je pense aux kahanistes ou de gens comme ça. Or, le problème, c'est que il n'y a pas, pour l'instant en Israël, d'hommes capables de remplacer trait pour trait Benjamin Netanyahou et soulager les Américains. C'est certain, mais après, il y a d'autres options, mais bon... Mais ça va être une grosse remise à plat de la politique américaine. C'est certain, et il y a des habitudes aussi qui se sont faites, donc on arrive peut-être vers une période de grande incertitude. Mais ça ne pourra pas rester en l'état. C'est certain. Et justement, pour approfondir ça, je ne saurais trop vous recommander. Je vais quand même féliciter les équipes pour leur travail et ceux qui suivent le cercle. Vous allez quand même retrouver des amis à nous. Vous allez retrouver notre camarade Rodolphe Carte, notre camarade Nicolas Mirkovic et l'ami Alexandre Delval, entre autres, dans cet excellent numéro que je vous recommande. Autre sujet pas nécessairement plus gai. Cette émission est sponsorisée par Prozac et les corps de chanvre. Faites les choses écologiquement. Donc, Congo, silence, on tue. Bon, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur pour différentes raisons, vu que ça fait 20 ans que mon équipe travaille là-dessus. Rwanda, puis Congo. J'ai énormément d'amis, dont certains sont dans cet excellent numéro,
qui ont passé leur vie, certains persécutés pour avoir porté la parole des Rwandais et des Congolais. Et donc, on peut que remercier bien et féliciter Omerta pour s'être penché là-dessus, ce que quasiment personne ne fait, parce que disons qu'il y a une crainte en France du FPR rwandais et, comme disait l'ami Bernard Lugan, qui est d'ailleurs dans ce numéro, des porteurs de valises, des ex-porteurs de valises, devenus porteurs de valises du FPR, et qui étaient, selon le très bon mot de Bernard Lugan, leurs enfants, petits-enfants, cousins, adoptés et obligés d'autres porteurs de valises plus anciens. Pourquoi s'être penché sur le Congo? C'est parce que il y a un déficit d'information total. Il me semble personne ne veut mettre la main là-dedans. Alors pourquoi Omerta l'a fait? On l'a fait en suivant une ligne qui était, on va dire, la nôtre depuis. Enfin, on va dire qu'on explore la politique internationale depuis, on va dire, 6 mois, 1 an, même peut-être un peu plus. On a beaucoup focalisé sur la guerre en Ukraine chez Omerta. On s'est intéressé à la tectonique des plaques, comme dit François Fillon, qui a bougé le 24 février 2022, au moment de l'invasion russe en Ukraine. Toute la recomposition du monde qui est en train de se faire. Et là, pourquoi on est au Congo? Parce qu'on suit la deuxième partie de cette tectonique des plaques qui bouge, c'est l'impact Donald Trump. Quand je débarque à Kinshasa le 16 juillet dernier, je fais quelques kilomètres dans la ville, et puis mon attention est attirée par une affiche où on voit le président Tshisekedi. Bon, c'est pas totalement exotique. Non, il est partout là-bas. Mais à côté de lui, il y a Donald Trump. C'est quand même incroyable. Il y a Donald Trump. Les accords viennent d'être signés. Ils ont été signés le 27 juin, donc un peu moins d'1 mois avant. Et l'idée de ce magazine, c'est précisément de montrer qu'est-ce qui va changer au Congo grâce à cet accord qui inclut donc le Rwanda. Il y a 3 accords en fait. Il y a un accord entre le Rwanda et le Congo-RDC, il y a un accord entre le Congo-RDC et les États-Unis, et un autre accord entre les États-Unis et la République du Rwanda. Donc on est dans une trilatérale qui devrait prochainement se signer à Washington dans le bureau ovale avec le président Tshisekedi, le président Kagame, qui vont se retrouver, je vois l'image, vous la voyez aussi, avec Donald Trump qui aura fait sa signature sur un grand truc, et ils vont faire des photos, et ça va être historique. Pourquoi ça va être historique? Parce que là, le Rwanda est engagé directement. Il conserve la part du gâteau, puisque le Rwanda est accusé globalement depuis 1995 de piller son voisin, le Kivu, le Congo, via cette province du Kivu, en instrumentalisant une myriade de groupes armés dans cette région, et en profitant du chaos pour exploiter les terres, et en particulier les minerais rares qui sont présents dans le sol congolais, certains comme le coltan n'existant nulle part ailleurs sur Terre. Voilà. Globalement, ça, l'accord de Trump promet de mettre un terme à cette guerre, et ressenti comme tel par énormément de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui pensent que c'est pour eux la fin d'un calvaire. Le calvaire en question, quand je parle d'agiter des groupes armés, depuis 1994, c'est-à-dire je ne compte pas le nombre, les quelques 800 000 victimes du génocide rwandais, je ne vais pas revenir là-dessus, mais depuis 1994, c'est entre 8, 10, 12 millions de morts dans cette zone. Ce qui est absolument effrayant quand on sait que Gaza, bon, ça dure depuis moins longtemps, mais c'est peut-être 60, 70 000 morts. La guerre en Ukraine, peut-être 1 million de morts, mais des soldats, essentiellement. Là, on est 12 millions, essentiellement des civils. Là un des ministres nous dit c'est
c'est le chiffre des morts européens pendant la Première Guerre mondiale, quoi. Voilà, on va dire. C'est plus d'ailleurs intéressant de le comparer à la Première Guerre mondiale parce que si on prend en termes de millions, oui, on est à peu près à ça. Et donc, dans un silence quasi total. Tout le monde s'en fiche. Il y a la même chose au Soudan. Hein. Vous avez deux pays, le Soudan et le Congo, qui sont les deux recordman mondiaux du nombre de déplacés. Alors, déplacés, c'est quand on dit déplacé, c'est un réfugié, mais à l'intérieur de son propre pays. Voilà. C'est plusieurs millions de déplacés. Pour le Kivu, c'est quelques 6 millions de déplacés. Il y a des camps de réfugiés partout dans la nature. Et donc, nous avons voulu aller voir, d'abord, nous rendre compte de ça, et on est tombé sur un massacre. On est tombé sur le massacre de Komanda, la ville de Komanda, où 40 chrétiens, en prière, pendant une cérémonie, sont exécutés essentiellement à la machette, par un groupe armé d'origine de l'Ouganda, qui est frontalier, réfugiés au Kivu depuis qu'ils se sont fait expulser de l'Ouganda, mais qui passent le plus clair de leur existence à massacrer les populations pour récupérer le commerce du bois, du café, de l'or, puisque l'Ituri où nous étions est une région très riche en or. Et on assiste à ça, on couvre l'enterrement, on est auprès des habitants. En plus du numéro, il y a aussi un documentaire. Le documentaire, mais c'est aussi raconté par écrit à l'intérieur de ce numéro, avec beaucoup d'images aussi. On va aux sources aussi de ce conflit, parce que le conflit et le martyre du Congo n'existerait pas s'il n'y avait pas ces fameux minerais. Ce qui est assez paradoxal avec le Congo, et je pense que vous en conviendrez, c'est qu'on se trouve avec le pays le plus riche d'Afrique, oui, et le pays le plus qui normalement devrait être les États-Unis de l'Afrique, oui, mais qui, à cause de cette richesse, sont l'un des plus sinistrés. Voilà. C'est le minerai pour le Congo, ce que, vous savez, dans des pays comme le Venezuela ou autres, on appelle le pétrole l'excrément du diable, oui, à cause de ça. Et ben, le minerai pour l'Afrique est l'équivalent. Et il est absolument certain que la marine américaine qui se trouve stationnée devant Caracas en ce moment ne serait pas là, et qu'il n'y aurait pas tout ce raffut autour de Miguel Maduro, qui est un bien pâle successeur d'Hugo Chavez, s'il n'y avait pas cette manne pétrolière. C'est uniquement la raison. Les Israéliens, les Canadiens, les Anglais, moins maintenant, mais beaucoup, tous les soutiens de Kagame ne seraient pas là, bien sûr, parce que le Rwanda leur garantissait de pouvoir exporter et revendiquer des ressources qu'il n'a pas dans son sol. Voilà. Et le Rwanda est exportateur d'un certain nombre de minerais qu'il ne possède pas. Et là où Trump arrive comme un chien dans un jeu de quilles, c'est il dit, attendez, mais bon, on est en train d'acheter ces minerais-là à des gens qui les importent, autant s'adresser aux propriétaires. Autant aller voir les gens à Kinshasa et leur dire, bah voilà, on va faire un deal avec vous, on va vous apporter la paix. Le promoteur new-yorkais. Il manque pas de logique hein, quand il dit qu'il veut. Il raisonne en bâtisseur vous savez, quand il voit Gaza, il voit des immeubles qui se construisent. Il avait fait le même coup d'ailleurs, je crois que je l'avais dit sur votre antenne, mais avec Kim Jong-un, quand ils s'étaient rencontrés, ils avaient fait un bout de chemin devant la côte, et Trump avait dit oh, je vois des casinos, je vois une Riviera, magnifique coastline. Comme il a dit avec l'Ukraine, incroyable, il a dit les Russes vous ont pris, il a dit à Zelensky, les Russes vous ont pris la plus belle part, Ocean View. Il a dit, nous dans l'immobilier, on dit Ocean View, these are the best flats, the best buildings, avec la vue sur la mer. Ouais, ok. Si tant est que la mer d'Azov est une vue exceptionnelle et que la mer Noire, on peut le comprendre, voilà. Et c'est la façon dont Trump raisonne. Et là, en l'occurrence, il voit le magot. Et il voit aussi, surtout, que le magot, il part chez les Chinois. Parce que ce chaos global, il va vers l'Est. C'est la Zambie, c'est la Tanzanie, qui sont les voies de chemin de fer jusqu'à Dar es Salaam, direct la Chine. Surtout avec le Katanga, où nous nous sommes rendus aussi, alors qu'il n'est pas actuellement en insurrection ni attaqué, mais où se trouvent la plupart des ressources, hein, c'est le Katanga. Hein. Un général nous a dit, tant que le Katanga tient, le pays tient. Voilà.
Et le Katanga, c'est la source du cobalt, du cuivre, du manganèse et de tout un tas d'autres minerais en quantité incroyable. Le Katanga contient 70% des ressources de cobalt mondiales. Et donc, les Chinois ne le traitent pas sur place. Ils le prennent en bloc, ils l'amènent en train jusqu'à Dar es Salaam via la Zambie et la Tanzanie, et ils le retraitent chez eux. Et après, ils le vendent à Tesla et à Elon Musk. Et chaque Tesla contient 10 kilos de cobalt. Donc, c'est fondamental. Et qu'est-ce que veut faire Trump ? Trump, au terme de cet accord, il y a quand même 40% pour les Américains. Donc ça veut dire récupérer des mines, dont certaines d'ailleurs, il y en a une, Fungurume, une mine chinoise que nous avons visitée. Les Chinois n'ont pas voulu nous parler, mais enfin on les a quand même vus. Service de sécurité uniquement chinois, vivant un peu entre eux, avec des endroits réservés aux Chinois. Mais ils aident aussi un peu à l'amélioration des services publics de la ville, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir, on voit dans le documentaire cette dynamique, l'impact de la mine de Fungurume, sur la population. Et cette mine-là, autrefois appartenait aux Américains, et par un biais de différents propriétaires, elle a viré vers les Chinois. Donc les Américains aimeraient bien récupérer cet ensemble. À ce moment-là, eux, ils ont un autre corridor qui est à l'ouest, qui arrive vers le port de Lobito en Angola, et puis ensuite vers les États-Unis. Donc il y a une guerre larvée qui va se faire autour de cet accord entre les Chinois et les Américains. Et on retrouve la même question que les terres rares au Groenland, en Ukraine. On avait travaillé avec David Tusher là-dessus. À la veille de l'élection de Donald Trump, l'Amérique a faim d'énergie. Exactement. Et là, donc, et le Congo, c'est le lieu idéal. Voilà. Et Donald Trump fait cet accord pour ces raisons-là. Mais c'est un accord qui, pour le Congo, représente quelque chose de fondamental, parce que c'est peut-être pour eux la fin, justement, de ce pillage en règle par ses voisins, l'Angola, pas l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda, essentiellement le Rwanda. Voilà. Et justement, là, je ne saurais trop recommander en plus. Là encore, vous allez retrouver des amis, chers camarades du Cercle Aristote, vous allez retrouver notre ami Alexandre Delval, le camarade Tom Benoît. Je vais arriver vers mes préférés, sur ce dossier-là. Quelqu'un qui, pour moi, est une vraie légende vivante, qui est le colonel Jacques Hogar, qui est un homme remarquable. Alors, je mets une petite... on retrouve aussi les photos de Jacques Hogar pendant l'opération Turquoise. Il nous a donné son album de famille, toutes ses photos de terrain, avec la Légion... Et voilà, et c'est dedans, c'est publié pour la première fois. Donc, évidemment, notre ami Charles Onana est notre grand maître, celui qui, en tout cas, pour ma génération, nous a appris le peu que nous savons de l'Afrique, mais on l'a bien appris. Bernard Lugange, vous avez également quelque chose qui est qui est vraiment une exclusivité omerta. C'est que vous avez interrogé le chef d'État congolais. Tout à fait. Félix Tshisekedi. Tout à fait. Tshisekedi. Voilà. Ça se voit que la journée commence à avancer. Mais en plus, pour ceux qui lisent ce qu'est mon cas l'Afrique réelle, vous allez retrouver des cartos tels que Bernard sait les faire, parce qu'il a avant tout un œil de géographe. Non, c'est vraiment un très très beau numéro, et je ne saurais trop le recommander. Surtout de se pencher sur ce conflit, parce que un jour ou l'autre, la boîte noire de ce qui a été fait au Rwanda et au Congo sera ouverte, et je pense sincèrement que parmi les pays occidentaux, il y aura quasiment que les Français qui auront quand même les mains propres là-dessus. En tout cas, j'ai la faiblesse de le croire. Ensuite, on parlera de Nicolas Sarkozy, mais ce sera un autre jour. Mais en tout cas, cher Régis, merci beaucoup, et je ne saurais trop recommander les excellents travaux d'Omerta. Chers amis du Cercle Aristote, vous savez comment nous aider, tout est en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, parce que l'information devient une denrée rare, et elle ne s'use surtout quand on ne l'utilise pas.